Bonsoir à tous, content de vous retrouver ce soir sur la chaîne de Vertical Project. Ce soir, une émission particulière et exceptionnelle. Nous allons parler du mystère de Roswell au travers du livre de notre ami Jean-Jacques Velasco, Roswell, l'enquête qui change tout. Alors, je vous montre une première fois le livre à l'écran aux éditions Guy Trédaniel. Avant de commencer l'émission proprement dite, une petite annonce. Le 14 mars, Vertical Project sera au Centre des Congrès de Toulouse pour un colloque scientifique intitulé Quand l'invisible défie la science. Et justement, ce sera l'occasion pour ceux qui pourront se déplacer de retrouver en présentiel Jean-Jacques Velasco qui interviendra sur son parcours en ufologie et qui nous parlera de plusieurs sujets ufologiques, dont l'affaire de Roswell. Jean-Jacques, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça va, tu nous entends bien? La liaison est bonne entre Toulouse et Vertical Project? Il n'y a pas de problème. Ils Pas ont... de problème. Bon, Bon, ça, Jean-Jacques, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais en quelques mots te présenter. Enfin, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais la plupart de nos auditeurs et spectateurs te connaissent. Je rappelle que tu es diplômé de l'école d'optique de Paris, que tu es ingénieur CNES, que tu as rejoint le GEPAN, le groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, dès 1977. Tu deviens directeur du GEPAN à partir de 1983 jusqu'en 2004. On va dire que tu as eu un parcours très important au sein du GEPAN, parce que j'ai fait le compte, tu es resté 27 années sur la question des ovnis au sein du CNES, qui est quand même en soi un record et ça mérite d'être souligné. En 94, une collaboration importante avec le fameux rapport Cometa, on en reparlera dans le corps de l'émission. Le rapport Cometa sous-titré Les ovnis et la défense. Tu as donc été l'un des participants à ce rapport. Et puis donc en 93, tu as publié un premier ouvrage, OVNI, la science avance. Et donc ce soir, je remontre l'image parce que je trouve que la couverture est vraiment très belle. Roswell, l'enquête qui change tout, chez Guy Trédaniel, éditeur, donc un livre, à mon avis, qui va faire date, qui pèse son poids, je le montre par la tranche, près de 500 pages. Je l'ai lu et j'avoue que j'ai été tout à fait séduit par le contenu de ce livre, parce que je pensais avoir tout lu sur la question, puisque j'ai fait un peu des comptes. En France, il y a une petite dizaine de livres, un peu moins, qui est sorti, et au plan mondial, il y a une cinquantaine de livres sorti sur l'affaire de Roswell. Alors je me disais, bon, là, Jean-Jacques, de quoi va-t-il nous parler? Eh bien, j'ai découvert des choses. Alors, première question, Jean-Jacques, comment t'es venue l'idée de faire une enquête sur l'affaire de Roswell, ce mystérieux crash d'OVNI qui date de juillet 1947 au Nouveau-Mexique? c'est une très longue histoire. En fait, lorsque j'étais au GEPAN, un de mes collègues, que je cite d'ailleurs dans le livre, avait été délégué au congrès du MUFON en 1980. Et là, il va écouter, parmi tous les orateurs, un ancien officier de l'armée de l'air américaine qui s'appelle Stringfield, et qui Oui. a donc expliqué qu'il a recueilli des témoignages de militaires qui ont voulu rester anonymes parce que bien évidemment couverts par le secret et qui ne voulaient pas non plus risquer leur carrière. Donc notre collègue va nous faire un rapport sur effectivement ces histoires étranges de crash qui se déroulaient donc aux États-Unis et qui avaient été donc relatées par cet officier. Alors, ce qui est tout à fait intéressant à cette époque, c'est que, bon, moi, je venais de rentrer au GEPAN, ça faisait 2 ans que je travaillais, j'étais déjà impliqué dans les histoires d'enquête, mais ça me paraissait assez farfelu, je dois le dire, hein, puisque je pensais que c'était plutôt des récits de gens qui avaient récupéré les S7V2 avec éventuellement des singes à bord pour comment tester les premiers lancements de fusées par l'armée américaine. Et puis au fur et à mesure des années, les choses se sont avérées être plus intéressantes puisque on a eu le rapport déjà de Stanton Friedman qui était le premier enquêteur, qui avait récupéré en fait le témoignage d'un ancien officier qui s'appelle Jess Marcel et qui avait raconté
de façon publique qu'il avait eu entre les mains des morceaux métalliques de débris qu'il avait récupérés donc dans la région du désert du Nouveau-Mexique et qu'il pensait que ces matériaux, de par leur qualité mécanique, n'étaient absolument pas d'origine terrestre. Et à partir de là, va durer jusqu'à aujourd'hui tout un ensemble d'éléments qui vont constituer l'affaire de Roswell. Et donc, voilà. Oui. Alors, effectivement, donc ça veut dire que finalement, tous les éléments n'avaient peut-être pas été complètement épluchés. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est un peu ta méthodologie. C'est ce qu'on ressent en lisant ton ouvrage. On va dire que tu as utilisé la méthodologie du GEPAN, donc quelque chose de très rigoureux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu mets notamment en exergue dans le livre qu'il y a eu plusieurs centaines de témoins indirects de l'affaire de Roswell. Et notamment, tu mets le focus sur un couple de quincailliers qui habitent à Roswell, le couple Villemot. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de ces témoins? Parce que eux t'ont permis, si j'ai bien compris, de pouvoir dresser la trajectoire de l'objet ou des objets qui se sont crashés. Explique-nous un peu cette démarche sur ce couple de témoins. Oui, alors tout à fait. Ce qui est très important, c'est que je me suis dit, une fois que mon activité professionnelle était passée, donc j'étais pratiquement à la retraite, et je voyais apparaître, comme beaucoup, des tas de gens qui écrivaient des bouquins sur l'affaire de Roswell, des gens qui en fait avaient fait un excellent travail, mais sur certains points très particuliers, et je ne voyais pas de cohérence avec tout ce qui avait été fait et produit sur l'affaire de Roswell. Alors je me suis dit, est-ce que je peux mettre en application ce qui a été ma pratique professionnelle pendant 27 ans, à savoir une méthodologie qui consistait à prendre chaque élément qui constituait donc en soi ce que j'appelle une vision particulière d'un élément, par exemple sur les témoins. Alors donc ça fait les témoins, les témoignages, l'environnement physique et puis l'environnement psychosocial. À cela vient se rajouter dans l'affaire de Roswell un aspect que beaucoup de gens n'ont pas remarqué, mais qui est toujours latent, à savoir la présence des autorités militaires et civiles qui est en permanence dans cette affaire. À partir de ce moment-là, j'ai tenté de répondre chaque fois que je posais, par exemple, sur un témoin, la question suivante. Où, quand, comment, pourquoi? Et donc, ça s'est répété un nombre important de fois. Mais je n'arrivais pas à reconstituer les éléments. Et ce qui m'a permis de reconstituer, c'est en regardant la page du journal qui est paru, en fait, le 8 juillet 1947, dans lequel on voit un communiqué de presse qui indique que l'armée de l'air, la RAF, donc la base de Roswell, a récupéré un disque volant. Et à partir de ce moment-là, on voyait sur cette page trois articles. Le premier, donc, qui était celui que Waterhouse avait communiqué, en fait, le communiqué de presse de la base. On voyait également un petit article du général Twining qui était à Portland, dans l'Oregon, et qui expliquait que c'était pas, en fait, l'armée américaine qui avait procédé à des essais. Et puis, un troisième article dans lequel on voyait qu'en fait, qu'il avait été recueilli le témoignage d'un couple de quincailliers de la ville de Roswell et qui décrivait absolument tous les éléments qui permettaient de dire ah, mais il y a un événement qui s'est produit dans le ciel. Et donc, ils expliquaient la date, l'heure, la présence d'un objet, ensuite une trajectoire qui définissait, ainsi que la dimension apparente de l'objet et sa disparition. Le premier article, c'est celui qui est paru donc le 8 juillet 47. On est bien d'accord. Absolument. Le Oui. lendemain, D'ailleurs, qui figure derrière toi sur ton mur. exactement, oui, c'est Voilà. un peu. Et d'ailleurs, je l'ai acheté. Bon, c'est un facsimilé. Hein, je l'ai acheté quand je me suis rendu à Roswell, au musée de Roswell, où il y avait absolument toute la littérature qu'on pouvait imaginer. Mais cet D'accord. article est fondamental, et je vais expliquer pourquoi. Donc, à partir du lendemain, on voit apparaître un deuxième communiqué de l'armée, à ce moment-là de l'air, qui vient de Fort Worth au Texas, et qui explique qu'il y a eu en fait une erreur d'interprétation, et que c'est tout simplement un ballon météorologique. Et ensuite, on n'entend plus parler de cette affaire pendant 30 ans, parce que ça a été noyé dans tout ce qui concernait les ovnis. Alors, si j'ai compris, c'est un enquêteur américain qui relance au sein du MUFON, c'est Leonard Stringfield,
si je ne me trompe pas, qui relance l'affaire. Et Oui, c'est puis, ça. il y a un livre qui sort en France, mais qui est d'abord sorti aux États-Unis, Le mystère de Roswell, je le montre ici, qui Oui, était signé de Charles Berlitz et oui. William Moore. Alors d'ailleurs, William Moore est venu à Lyon en 1981 et j'avais eu l'occasion de l'interroger. Mais bon, ce livre, c'est un élément, on va dire, un petit peu d'archive, parce que c'est vraiment le premier livre en français, et peut-être même aux États-Unis, qui relance l'affaire. Alors, comment est-ce qu'on explique cette interruption d'information sur Roswell pendant plusieurs décennies? Bah, il y a eu deux choses. La première, c'est que en fait, il s'est passé énormément de choses aux États-Unis et même dans le monde entier concernant les ovnis, puisque depuis 1947, où les premiers cas ont été recensés, jusqu'en 1900, disons 69, où il y a eu la fin du rapport Blue Book avec la commission Condon. Bon, c'était l'US Air Force qui était en charge de ces questions et qu'ils ont recueilli plus de 10 000 cas recensés donc aux États-Unis durant cette période. Et donc, il venait de temps en temps bon, des affaires relatives à des cas notamment de rencontres rapprochées, mais c'était vraiment exceptionnel. Et ce qui a relancé l'affaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le témoignage en fait, de Jess Marcel auprès de Stanton Friedman. Parce qu'il faut bien se dire que si William Moore a été, disons, le compagnon de Stanton Friedman dans cette opération recueil de témoignages, c'est quand même Stanton Friedman qui a sorti enfin, William Moore a sorti un ouvrage, indépendamment de celui de Charles Berlitz. Il a sorti un ouvrage qui précédait celui en fait, de notre ami Stanton Friedman, qui lui a véritablement enquêté auprès de. C'est lui qui a rencontré d'ailleurs Jess Marcel par hasard. Donc c'est lui qui a en fait a donné le maximum d'écho. Et à Et- partir de là, quand ce témoignage est arrivé, eh ben, tout s'est enchaîné. Parce que les enquêteurs du MUFON, les enquêteurs du CUFOS, les enquêteurs d'autres, d'ailleurs des journalistes ou d'autres, ont commencé à enquêter. Et c'est là où on a commencé à retrouver un nombre considérable de témoins. Mais tout le monde a oublié le couple Wilmot. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que quand j'ai repris cette affaire à zéro, il y a à peu près une dizaine d'années, mais je me suis dit, mais voilà le témoignage le plus important, parce que c'est lui qui va permettre de reconstituer et qui est la clé du cas de Roswell. D'accord. Alors, ce qu'on lit aussi dans le livre, et chose que j'avoue que j'ignorais, c'est qu'il y a apparemment deux sites de crash. Alors, explique-nous un peu cette affaire, parce que dans l'esprit des personnes qui ont pu se documenter, bon, un ovni ou un objet qu'on ne pourra pas identifier se crash à Roswell, mais on parle d'un site. Et toi, dans ton livre, tu décris deux sites. Explique-nous un peu cette affaire de sites multiples. Oui, alors cette affaire de sites multiples, par contre, elle vient s'insérer dans effectivement l'ensemble des témoignages qui étaient recueillis sur Roswell. Et il y avait à cette époque, et notamment Gilles Blas-Bourdet a joué un rôle très important, en fait l'ufologue français qui a écrit beaucoup de choses sur Roswell. Il citait en règle générale dans la même région, à peu près même date, le recueil d'informations qui avait été donné par en fait un groupe d'archéologues qui était tenu par leur professeur et qui se trouvait dans la région au moment des événements de Roswell. Et ces gens-là citaient la présence en fait d'un petit objet autour duquel il y avait quelques cadavres, ainsi qu'un survivant qui avait été repéré. Et donc, le témoignage qui avait été recueilli par les enquêteurs montrait que c'était cette équipe d'archéologues qui, en fait, s'était rendue sur un lieu assez proche où vous avez pu trouver un téléphone et qu'ils avaient averti le shérif de la ville de Roswell, Wilcox, le shérif Wilcox, qui lui avait dépêché à la fois les pompiers les pompiers civils de la ville de Roswell, mais il avait également averti la police militaire et la base de Roswell. Et ce sont eux qui sont intervenus probablement le 4 ou le 5, parce on a un flou sur la date. Ils sont intervenus le 4 ou le 5. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était certainement la confusion qui a été menée pendant longtemps autour du crash principal,
qui lui a été trouvé par le rancher Mac Brazel, donc le 3 juillet 1947, et qui a fait l'objet ensuite d'une intervention, mais là qui était connue, puisque c'est celle-ci qui a déclenché en fait l'information au monde entier. Donc ce qui fait que on avait entre les mains en fait beaucoup de témoignages, mais on n'a jamais pu faire la liaison. Or la liaison, elle a été faite à partir de quoi? En fait, à partir du témoignage du couple de plombiers, les Wilmot, qui en Oui. fait, en donnant leurs caractéristiques de trajectoire, ont permis de situer exactement le petit objet qui a été récupéré sur la même trajectoire que celui qui a été récupéré 100 km plus loin. Alors, ces deux crashs se seraient passés simultanément ou Oui, à deux dates différentes? non, Alors, simultanément. le premier article paraît le 8 juillet. Le crash, sa date, c'est quoi? C'est la veille, c'est le 7 ou c'est quelques jours avant? Le Euh, crash s'est déroulé dans la nuit du 2 au 3 juillet 1947, donc du mercredi au jeudi, vers 20h50, puisque le témoignage des Wilmot indique 20h50, et que le fermier Mabrazel entend, alors qu'il est rentré chez lui dans sa petite masure, il entend une double explosion, et qu'il prend pour une explosion qui n'est pas celle en fait, d'un orage. Il a l'habitude d'entendre des orages, et il comprend que il s'est passé quelque chose. Mais ça s'arrête là. Et ce n'est que le lendemain matin, quand il va aller à cheval avec le fils de son voisin, découvrir le champ de débris, qui va faire le rapprochement. Alors, ces objets, est-ce qu'on a une idée de leur taille et pourquoi deux objets? Est-ce que ça serait une sorte de navette qui serait partie du gros objet? Comment est-ce qu'on explique? Alors, Stanton Friedman a déjà établi cette hypothèse au tout début, quand il a fait son enquête, mais je crois il avait pas les moyens de mesurer vraiment les éléments en termes de trajectographie. Et là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en reconstituant cette trajectographie, on peut effectivement associer les deux événements. Et on peut admettre que les deux objets appartenaient en fait au même objet et qu'à un moment donné, un petit objet s'est détaché. Et compte tenu de alors je précise que la trajectoire est très importante à définir en termes de caractéristiques. Pourquoi? Parce que la trajectoire est une trajectoire, ce que j'appellerais une trajectoire euh, de projection, une trajectoire qui n'est pas une trajectoire balistique, donc une trajectoire propulsive. D'accord, À partir de là, on voit que le petit objet, qui était beaucoup plus léger et beaucoup moins grand en grande dimension, a probablement rebondi plusieurs fois sur le sol, et compte tenu je dirais de la dureté et de la qualité de ces matériaux, il ne s'est pas fragmenté. d'accord. À partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il a été pratiquement intact quand il a fini sa course au sol. Alors que le gros objet, dans ton livre, on parle d'une taille qui évoluerait entre 50 et 100 mètres. Absolument. Le gros objet, ce serait lui plutôt désintégré, c'est ce que tu sembles vouloir nous dire? C'est tout à fait cohérent, d'ailleurs, avec les calculs que j'ai effectués en fonction de la trajectoire. Et je veux préciser que euh, tout ce problème de crash final, je l'ai traité en fait comme un cas aéronautique. D'accord, Et c'est pour ça, donc au BEA, au Bureau Enquête Accident de l'Aviation Civile. Et quand je leur ai proposé en fait le modèle de cette trajectographie, et puis aussi des caractéristiques en fait de l'objet, à savoir sa vitesse, il faut préciser que la vitesse, elle a été définie par le couple Wilmot, puisqu'ils sont situés à peu près à une quarantaine de kilomètres de la distance à laquelle ils observent l'objet, et qu'ils ont un champ de vision qui fait à peu près 100 km. Or, ils déterminent dans leur témoignage qu'ils observent l'objet entre 50 secondes et une minute. Bon, oui, l'expérience que j'ai acquise en termes de recueil de témoignages sur la durée, en général, les gens, en fait, surestiment le temps. En général, les gens observent d'une façon beaucoup plus courte le temps d'observation. Mais là, déjà, si on part sur 50 secondes, on s'aperçoit que sur une durée de 100 km, si on divise 100 km par 50 secondes, on s'aperçoit qu'on est à 2 km secondes. Or, 2 km secondes, c'est une vitesse de plus de 7000 km heure. C'est-à-dire que l'objet est en hypersonique. d'accord. Alors, la dimension de l'objet, ils le disent eux-mêmes. Ils le disent que l'objet a une forme de cuvette,
Donc, ils sont quincailliers, donc c'est un objet familier pour eux, et ils Ouais, laissent une cuvette. Donc, ils voient une cuvette. Mais ils voient une cuvette dont la dimension est estimée entre 4 et 5 mètres. Et d'accord, 1 mètre d'épaisseur. Or, si on ramène ces 4 à 5 mètres à la distance à laquelle ils ont observé, ça nous donne un objet d'une dimension qui fait à peu près 80 à 100 mètres. d'accord, Et donc, à partir de là, attends, tu vas voir, c'est ça qui était extraordinaire. C'est que lorsque l'on se projette maintenant sur le lieu du crash de l'objet principal, là, le lendemain, quand le fermier va voir l'objet et quand les officiers vont venir constater les faits, ils vont s'apercevoir que l'objet a créé une empreinte au sol avec un sillon qui fait entre 200 et 400 mètres de long. d'accord. L'empreinte fait entre 80 et 100 mètres de long. Mais c'est tout à fait important, cette dimension. Ah, d'ailleurs, le fermier explique que en fait, c'est une poêle. Et là aussi, il assimile ça à quelque chose de quotidien, puisque quand il fait la cuisine, il y a une poêle. Et bien, il dit, ça ressemble à une poêle. Mais cette poêle, elle est compréhensible au niveau de la dynamique du crash. Pourquoi? Parce que lorsque l'objet a frotté sur les 200 à 400 mètres, il a une vitesse qui est en fait encore hypersonique, pratiquement. Et donc, il va creuser un sillon. Et arrivé au bout de ce sillon, les échauffements et les contraintes sont tellement importantes que l'objet va se fragmenter en explosant d'un seul coup. Et donc, c'est l'empreinte de l'explosion et donc de la surface de l'objet qui va être imprimée au sol. Alors, la question à laquelle on pense, c'est est-ce qu'il y a eu des photos faites par les autorités ou par les témoins civils qui étaient dans le secteur de On la n'aura traque? jamais de photo. On n'aura jamais d'éléments permettant de le mesurer. J'aurais bien voulu être à la place d'ailleurs de Lincoln La Paz, qui a été en fait le savant, le physicien qui avait reçu le prix Nobel et qui a été délégué par l'US Air Force pour calculer la trajectoire de l'objet. Malheureusement, il n'a pas donné les notes qu'il avait prises pour calculer cette trajectoire et pour voir ce que ça donnait. Mais en tous les cas, non. Étant donné que les autorités militaires ont tout de suite pris en main les choses, il n'a jamais été question de pouvoir avoir des photos ou avoir des documents relatant cet élément. Et alors, les témoignages qui parlent de corps de victimes, de petits êtres, c'était près du petit objet, c'est ça, si j'ai bien compris. Mais le grand objet aussi, le grand objet aussi, oui. D'accord. Absolument. Alors, Alors, oui, pardon. non, je t'en prie. Alors, ça veut dire que si on faisait des fouilles actuellement sur le site, on serait censé retrouver encore quelques micro-débris? C'est une question. Ah, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé parce que quand on voit l'énergie cinétique qui a été dégagée au moment de l'explosion de cet objet, il y a des objets qui ont été dispersés, donc eux-mêmes avaient après une vitesse et une force assez conséquentes, mais les objets les débris qui ont été projetés à l'intérieur du sol, je suis intimement persuadé qu'il en reste. Alors, ce qui est étonnant, et c'est ce que tu mentionnes dans ton livre, c'est que un grand nombre des documents de l'époque, de 1947, sur l'affaire de Roswell, n'existent plus. Alors, ils ont été perdus, dissimulés. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un événement qui le précise. C'est que le sénateur Schiff du Nouveau-Mexique, en 1995, il a été sollicité par des tas de gens pour pouvoir faire une enquête. Il en avait un peu assez qu'on l'interpelle à tous les jours sur cette affaire. Et donc, il demande au gouvernement fédéral donc d'engager une enquête. Et là, on a mis un organisme qui s'appelle le General Accounting Office, qui va pendant 2 ans effectuer une enquête administrative, je précise, pour essayer Oui, de récupérer tous les documents qui étaient à la fois sur les documents administratifs, en fait, à la fois de la base de Roswell, de la météo, en fait, du shérif, de tous les organismes. Et il s'avère que il devait remettre son rapport en 95 et il a été devancé par l'US Air Force. L'US Air d'accord. Force a donc fait un rapport qui a été publié et qui disait, mais attendez, nous, on s'est trompé. En 1947, on pouvait pas dire que c'était un ballon météorologique, mais il s'agissait en fait d'un ballon Mogul, qui était un ballon qui était destiné à détecter les explosions nucléaires soviétiques. Par conséquent, on ne pouvait pas délivrer les documents. Et il s'avère que ils ont publié ce rapport, l'US Air Force, avant le GAO. Et le GAO, quand il a publié ses conclusions,
il a estimé que, en fait, de toute façon, c'était pas ça, l'US Air Force ne répondait pas à ces questions et que l'US Air Force n'avait jamais donné les documents administratifs de la base de Roswell concernant effectivement tous les mouvements, etc. Et s'il les avait donnés, je dois dire qu'on aurait été surpris. Pourquoi on aurait été surpris? Parce qu'on aurait pu découvrir qu'à partir de ce moment-là, on avait tous les vols qui étaient partis ou qui étaient venus de toutes les destinations et qui avaient emmené soit les experts venant de Washington pour pouvoir examiner à la fois les débris, les corps, etc. Mais aussi, on aurait pu voir tous les mouvements des débris qui auraient été envoyés à la fois sur Washington, sur Wright Field, etc. Et par conséquent, euh, les conclusions du GAO, c'était de dire que à partir du moment où on nous a masqué des documents, on ne nous les a pas donnés, donc ça veut dire que l'enquête continue. Et c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui, l'enquête de Roswell peut parfaitement continuer. Alors, le GAO, effectivement, indique que l'enquête continue. Est-ce que en 1947, les ballons Mogul existaient déjà et étaient utilisés par l'Air Force? Alors les ballons Mogul existaient, seulement le problème qui s'est produit avec ces ballons Mogul, c'est qu'on a fait appel à un étudiant qui à l'époque participait aux opérations, que cet étudiant a bénéficié d'un certain nombre de documents, qui l'ont permis de reconstituer les trajectoires. Bon, mais et le problème, c'est que quand des experts, y compris qui avaient participé aux opérations de Mogul, ont vérifié les données qui avaient été expertisées par cet étudiant, se sont aperçus qu'en fait, ça ne correspondait pas du tout à des vols de ballons Mogul qui avaient été effectués ce jour-là. Donc D'accord. visiblement, là, il y a tout un projet de mensonges, on doit dire les choses, qui ont été faits à partir de ces données recueillies par un étudiant. Alors, je crois qu'il y a aussi eu une autre tentative peut-être de désinformation, parce qu'on a parlé de mannequins qui auraient été jetés pour faire des tests de chute, mais ces mannequins n'existaient pas, si j'ai bien compris, en 1947, c'est ça? Oui, alors ça intervient beaucoup plus tard. Ça intervient en fait quand le colonel Corso a révélé dans un livre qu'il avait participé non seulement il avait observé un convoi qui emmenait donc un décor donc sur Washington dans un premier lieu, mais aussi qu'il avait participé lui-même en tant qu'expert chargé par le général Trudeau au Pentagone de suivre en fait l'expertise de tous les débris et notamment de tout ce qu'on appelle la rétro-ingénierie des débris qui ont été retrouvés. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, on a bien vu que sur ces affaires de débris et de corps, il y avait effectivement énormément de choses qui ont été traitées par l'armée américaine. Alors, le lieutenant-colonel Corso, effectivement, dans ton livre, tu publies une déclaration sous serment qu'il a faite en 98. Et dans cette déclaration, il indique que le 6 juillet 47, donc il observe un des corps d'aliens récupérés sur place et il a la lecture du rapport d'autopsie. Est-ce que tu peux un peu nous parler de sa déclaration au lieutenant-colonel Corso? Oui, alors effectivement, un colonel Corso a déclaré sous serment. Alors je précise qu'aux États-Unis, dans cet État, une personne qui donc fait des déclarations sous serment peut être, en cas de mise en justice, déclaré comme étant quelqu'un qui peut faire un mensonge et à ce moment-là, il est condamné. Donc, c'est être en fait, sous affidavit aux États-Unis, c'est comme si nous passions devant, en fait, un juré ou un notaire ou quelque chose comme ça. Donc, D'accord. c'est-à-dire que c'est un témoignage qui a un certain poids sur le plan juridique. Maintenant, le colonel Corso, je l'ai rencontré. Et je dois dire que j'ai été très surpris par ses propos. Euh, Oui. j'ai pu l'interviewer et je pense que c'est un homme qui a certainement effectué des expertises sur les éléments qu'il avait recueillis au travers des documents qu'il a eu entre les mains. Maintenant, je pense que le colonel Corso, quand il a écrit son livre, il l'a écrit un peu sous la pression d'un journaliste et que toute la partie qu'il consacre dans ce livre à autre chose que l'affaire de Roswell, bon, est plutôt dans l'esprit de régler ses comptes avec un certain nombre d'officiers ou de l'armée. Bon, mais ça n'a pas lieu d'être par rapport au sujet qui nous intéresse.
ce qui est intéressant, c'est de savoir comment un officier supérieur qui se trouve dans les années 60 au Pentagone a révélé en fait qu'il était dans la chaîne de la rétro-ingénierie sur l'affaire de Roswell. C'est ça le plus important. Et on verra que effectivement la rétro-ingénierie est un des éléments clés de cette affaire. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'effectivement, dans ton livre, c'est un sujet qui est longuement abordé. Les autorités américaines, donc, auraient essayé de démonter, on va dire, les éléments de technologie qu'ils trouvaient pour pouvoir refabriquer des choses équivalentes. C'est ça la rétro-ingénierie dont tu parles? L'ingénierie, en règle générale, c'est effectivement de prendre un mécanisme quelconque et puis essayer de le copier et puis de l'améliorer. En gros, c'est le principe que tous les hommes ont toujours fait depuis la nuit des temps. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait, je dirais, clair et approuvé. Mais dans le cas de Roswell, c'est extrêmement intéressant parce que mettez-vous à la place des gens qui découvrent tous ces métaux. Qui ont des caractéristiques mécaniques extraordinaires. Quand on les plie, ils reviennent dans leur état normal. Quand vous avez des feuilles d'aluminium qui se froissent et qui sont spéculaires une fois qu'elles sont dépliées, ça vous interpelle. Quand vous voyez par exemple le fermier Mac Brazel qui avait caché un morceau dans son pick-up, qui le montre à des amis et qui prend son fusil et qui tire dessus et que le morceau n'est même pas égratigné, la balle ne traverse pas le morceau de métal, donc c'est intriguant. Et la moindre des choses, c'est d'essayer de voir comment on peut reproduire un tel métal. Et donc, c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a un enquêteur américain qui s'appelle Anthony Bragalia, qui a récupéré des documents secrets qui étaient en fait déclassifiés par le biais d'une loi qui s'appelle la FOIA. Et à partir de ce moment-là, il a remonté la filière. Et il s'est aperçu que dès le lendemain de Roswell, l'Institut Battelle avait été en charge de prendre ces matériaux de manière à pouvoir les reproduire. Et donc, ils ont fait travailler des ingénieurs experts en métallurgie pour pouvoir, en fait, reproduire ces métaux. Voilà. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, quelque part, sont conservés des débris et peut-être des corps suite à ces crashs? Oh, c'est très probable, puisque de toute façon, il y a probablement eu d'autres crashs que celui de Roswell, et que tout ce qu'on sait sur le parcours de Roswell, c'est que ils ont été à la fois les débris et puis les corps. Les débris sont partis dans plusieurs centres, notamment parce que là, on est à Roswell, en fait, on est au cœur du dispositif stratégique nucléaire de l'époque, puisqu'on a la base de Roswell. On a Los Alamos qui est pas loin. On a donc la base de Sandia, la base de Kirtland. On a le triangle de tir de White Sand où effectuaient les V2, les tirs de V2. Donc, par conséquent, la première des choses dont a été en charge d'ailleurs, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire et que j'ai découvert il y a très peu de temps, c'est que le général Twining a reçu un ordre signé par le général Eisenhower et le président Truman pour se rendre à Roswell pour effectuer toute l'organisation de la logistique concernant l'affaire de Roswell. Donc, ce qui veut dire que l'opération a été menée de main de maître parce qu'il faut se rendre compte que la masse de l'objet qui a explosé donc sur le champ de débris de McBrazel devait être estimé entre 50 et 100 tonnes, à peu près. Donc c'est D'accord. considérable. Et donc pour récupérer en l'espace de à peu près d'une quinzaine de jours l'ensemble des débris qui étaient dispersés sur la zone, il a fallu mettre en place mais des moyens considérables. Et seule une organisation avec des gens en capacité de le faire pouvait résoudre ce problème. Alors effectivement, dans ton livre, il y a une reproduction de ce document, donc la directive à Nathan Twining, ça date du 5 juillet 47. Et ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est qu'il y a comme ça dans ton livre, et tu as publié beaucoup de documents qui permettent un peu de recadrer l'ambiance. Il y a aussi une déclaration sous serment de l'officier en charge des relations publiques, Walter O, déclaration sous serment qu'il fait en 93. Et Walter O, donc, lui, il dit qu'il a vu un objet en forme de soucoupe volante, c'est ça? Et c'est le petit objet. En fait, le petit objet a été ramené à la base de Roswell avant de découvrir en fait l'immense champ de débris. Parce qu'il semblerait que dans le timing, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire des zones. J'ai fait des zones de manière à pouvoir situer dans chaque zone à la fois les témoins et la chronologie.
Et ça permet d'avoir une vision beaucoup plus, à la fois beaucoup plus large, mais aussi très, très synthétique dans chaque endroit. Et Alors c'est ça qui effectivement, oui, dans ton livre, tu parles de 6 zones que tu baptises Z1 jusqu'à Z6. Alors ces zones, c'est quoi? C'est ce qui permet de voir l'endroit où l'objet a percuté, où les objets ont voilà, alors percuté. je vais les expliquer très, très Voilà. rapidement. Parce que ça, c'est important, je trouve. C'est unique. La zone Z1, c'est la zone sur laquelle on a retrouvé le petit objet, avec les corps et un survivant. D'accord? La zone Z2, c'est la zone où il y a eu un rebond de l'objet principal. D'accord. C'est-à-dire que l'objet avait en fait une assiette, une inclinaison extrêmement faible. Et donc, quand il est arrivé donc dans la zone du crash, il a fait un rebond avant. Et ce rebond, il a été mentionné par seulement quelques personnes qui l'ont observé. En particulier, les adjoints du shérif qui sont partis sur place et qui n'ont pas trouvé de champ de débris. Mais en revanche, ils ont trouvé une zone de sol vitrifié. D'accord? La zone D'accord. Z3 et la zone Z4, c'est la zone du crash elle-même. C'est la zone sur laquelle on a retrouvé d'immenses débris ainsi que des corps qui étaient dispersés beaucoup plus loin que l'endroit à l'endroit de l'explosion. La zone Z5, c'est la zone où le fermier Mac Brazel est allé raconter dans la petite ville de Corona ce qu'il avait découvert. D'accord. La zone Z6, c'est la zone en fait de la ville de Roswell où il s'est passé tout un tas d'événements avec comment l'employé des pompes funèbres qui va recevoir un coup de fil, qui va aller à la base, etc. La zone Z6 bis 6 bis pardon, c'est la zone de la base de Roswell. La zone Z7, c'est Force Force, là où on a déclaré que c'était un ballon météo. La D'accord. zone Z8, c'est la zone de Washington, d'accord? Là où se sont passés en fait les ordres, où toute l'opération a été déclenchée, où sont arrivés les corps. Et la zone Z9, c'est la base de Wright Field dans l'Ohio, où ont été centralisés tous les débris et tous les corps. Et ensuite la zone Z10, c'est là où tous les laboratoires scientifiques, avec tous les savants, comme Einstein, comme Oppenheimer, comme Von Braun, ont, sont allés à Roswell et ont découvert en fait les corps et l'objet. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que tu décris exactement toutes ces zones. Alors, les zones physiques à Roswell et les zones d'influence, on veut dire le commandement, etc. Rappelle-nous ce que représente à l'époque, en 47, la base de Roswell. C'est quelle importance? Il y a combien de personnel militaire dessus? Stratégiquement, c'est quoi? C'est la plus grande base américaine aérienne pour la bonne et simple raison, c'est que de là sont partis les bombardiers comme Enola Gay pour bombarder en fait Hiroshima et Nagasaki. Donc c'est une base stratégique extrêmement importante. C'est la plus longue piste qu'il puisse y avoir aux États-Unis à l'époque, plus de 2 kilomètres de long. Et ensuite, il y a deux aspects. Il y a l'aspect à la fois de la cité où vivent les officiers, etc. Et puis la base qui se trouve un peu derrière. Il y a à peu près 5000 personnes. 5000 personnes qui sont en permanence sur cette base. Et la petite ville de Roswell fait aussi 5000 personnes. Ce qui fait qu'on a à peu près 10 000 personnes qui sont, à l'instant des événements, qui sont présentes sur cette base. Et alors, dans ton livre, tu parles de la folie de Roswell sur le moment. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, on a les deux coupures de presse du 7 juillet et du 8 juillet. Est-ce qu'après, les journalistes ont continué à se manifester dans les semaines qui ont suivi, ou est-ce que l'affaire a tout de suite été enterrée? Bon, il semble que l'affaire a été rapidement enterrée, hein. C'est vrai que les premiers jours, il y a eu bon toute cette agitation autour. Et d'ailleurs, c'est très curieux, c'est que comment les gens de la ville avaient aussi des moyens de communication, comme les journaux ou comme les radios, et que la ville en parlait. J'ai même vu dans la deuxième page du journal un espèce de micro-trottoir où les gens étaient interviewés par les journalistes locaux et donnaient un petit peu leur point de vue sur ce qui se passait. Et la plupart des gens pensaient que c'était en fait des essais militaires, et il n'y avait aucune personne qui imaginait que ce fût un objet volant non identifié qui avait été récupéré par l'armée de l'air. Alors, dans tous ces témoins, est-ce qu'il y a des témoins qui se détachent plus que certains autres?
Est-ce qu'on a des documents provenant de témoins de l'époque? Est-ce que tu as pu faire une analyse de ce type de documents? En ce qui concerne les témoins des documents, ben, il y a des gens qui ont écrit des choses assez remarquables au niveau notamment des enquêteurs. Je pense à Carey et Schmitt qui ont écrit un livre sur les enfants de Roswell et qui est un livre tout à fait remarquable qui permet de voir à quel point la pression qui a été exercée par les autorités militaires pour garder le secret a influencé et a même pour certains brisé leur vie. Il est certain que cet aspect qui est lié au maintien du secret par l'utilisation à la fois de la désinformation, comme on l'a dit, qui est à la fois une désinformation, je dirais, amplifiante par certains côtés, notamment dans le cas du fameux film de l'autopsie, et aussi une désinformation, comme on l'a vu avec le ballon météo. Les témoins qui ont été directement impliqués dans cette affaire ont été, pour certains, même violentés physiquement. Et on a notamment dans ce livre le récit du shérif Wilcox, qui est assez édifiant à cet égard, puisque lorsque le fermier McBrazel a apporté ces débris au shérif pour les montrer, les militaires sont immédiatement venus le chercher. Ils l'ont emmené à la base militaire avec les débris. Seulement, il était resté une caisse de débris dans le local de police. Et donc, les militaires sont venus rechercher la caisse et ils ont violemment projeté le shérif contre le mur en lui demandant où était la caisse, à tel point c'est que sa femme et ses enfants qui étaient au-dessus sont descendus pour voir ce qui se passait et le shérif a été violemment heurté par les policiers militaires. Voilà un exemple, entre autres, hein, de ce qui s'est passé. D'accord, donc on sent qu'il y avait une certaine effervescence, c'est moins qu'on puisse dire. Alors effectivement, on l'a vu dans la chronologie, donc 47, il se produit l'incident de Roswell, le double crash. Très vite, ça tombe un peu sous le silence. Oui, Dans les années 80, Stanton Friedman relance l'affaire. Il y a le livre de William Moore qui sort. oui. Et puis là, à nouveau, il y a un peu une accalmie. Et puis en 95, il y a cette fameuse autopsie filmée, dite autopsie de Roswell. Alors, je sais qu'à l'époque, tu étais au GEPAN, on t'a envoyé en Grande-Bretagne, je crois, pour visionner le film. Explique-nous un peu l'ambiance de ce film et ce qu'il en ressort véritablement de cette fameuse autopsie que beaucoup de gens qui s'intéressent aux ovnis ont vue. Oui, alors c'est tout à fait extraordinaire cette affaire, parce que bon, j'avais entendu parler, notamment par Gilles Bourdet, de ce film qui était projeté, et dont il avait été témoin, lui, au mois de mai, première projection au mois de mai. Il y avait quelques personnes qui avaient été, et ça me paraissait bizarre. Bon, mais il s'avère que je reçois une invitation officielle par les gens, notamment le groupe ufologique anglais, qui demandait à ce que je puisse venir assister à cette projection à Sheffield. Et donc, je reçois ça, et à ma grande surprise, le CNES me dit, mais vous pouvez y aller. Donc, je pars à Sheffield avec l'autorisation du CNES pour regarder un petit peu la projection de ce film. Alors là, j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire, parce que d'abord, on a été fouillé. On ne pouvait pas pénétrer dans la salle. Il y avait un climat de suspicion, de paranoïa même, extraordinaire. On était fouillés. Le film, donc on était dans le noir, le film durait 20 minutes, et là, on a un film qui nous est projeté avec au-dessus, avec en dessous, par contre, il y avait marqué Roswell en permanence sur tout le film. On sort de là, il y a pas silence, pas de commentaires, rien du tout. Et donc je repars à Toulouse et là on me demande de faire un rapport. Je fais un rapport en disant ben, ce film pour moi bon c'est quelque chose de tout à fait sur lequel je suis tout à fait circonspect. On peut pas se prononcer sur l'affaire de Roswell en voyant une autopsie comme ça d'un cadavre qui vous est projeté sur un écran en noir et blanc. Et puis voilà. Et puis à la suite de ça, il y a une émission qui est faite par le journaliste Jacques Pradel. Pradel, qui Ouais. sur TF1 va donc expliquer un peu lui comment il a vécu cette projection. J'ai rencontré Jacques Pradel justement à Sheffield, et là j'avais pu discuter avec lui et voir son équipe de journalistes. Et il s'avère que j'étais invité à l'émission, mais je n'ai pas voulu participer à cette émission
sachant le caractère déjà un peu médiatique qui était autour de ça, et surtout l'ampleur que ça allait prendre. Et d'ailleurs, Jacques Pradel en a perdu un peu sa crédibilité de journaliste à cette occasion, parce que tout le monde lui a reproché d'avoir montré quelque chose qui n'était pas réel. En fait, le temps s'est écoulé. Il y a des tas de gens qui ont dit oui, ce film est un montage. Il y a même eu un sociologue français qui avait monté comment, une émission sur Arte avec des journalistes pour démontrer que c'était que lui, il avait trouvé un film soviétique et qu'en fait, ils avaient fabriqué une poupée en plastique en disant que ce film était en fait était la reproduction en plastique de ce qui avait été tourné à Roswell. Et puis ça s'arrêtait là. Et en réalité, Jacques Pradel a fait un très bon travail, puisqu'il a démontré par son journaliste que cette affaire, en fait, était une opération de désinformation qui était montée par qui, on ne sait pas, mais en tous les cas, que ce film ne correspondait pas à l'affaire de Roswell. Et en fait, j'ai trouvé un détail qui me permet de dire que ce n'est pas le film de Roswell, mais que c'était probablement une autre autopsie qui a été faite sur quelque chose d'autre, qui peut ressembler, mais qui n'est pas celui de Roswell. Quel est ce détail? En fait, la plupart des témoins qui ont été à Roswell voir et qui ont vu les cadavres ou les corps, ils ont constaté qu'il y avait 4 doigts sur les mains en fait, des corps qui avaient été récupérés à Roswell. Or, sur le film, on voit 6 doigts. Donc déjà, au départ, ça peut pas être le cas de Roswell. Parce qu'effectivement, la plupart des témoins sont tous formels. Il y a vraiment une identité dans la description qui a été faite par les témoins, que je relate dans le livre, qui est tout à fait intéressante, hein, parce que il y a très peu d'écart entre les témoins qui ont vu les corps des petits êtres à Roswell. En définitive, il y a des gens qui ont examiné ce film et ils ont convenu que l'autopsie était probablement authentique, notamment un certain docteur Brown, qui avait été sollicité par le journaliste qui avait fait cette émission. Et ils en avaient convenu qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui permettaient de dire que c'était un véritable corps qui était autopsié. Pourquoi? Parce qu'il y avait des marbrures au niveau en fait du cadavre. Et ça, c'est un signe qu'on est en face d'un cadavre. Deuxièmement, quand on l'incisait avec un scalpel, il y avait de la lymphe qui sortait. Et troisièmement, quand ils ont ouvert la boîte crânienne, ils ont découvert 2 hémisphères. Mais il n'y avait pas de circonvolution. Ce qui veut dire qu'on avait affaire effectivement à quelque chose qui était anthropomorphe, qui ressemblait à un cadavre, disons, d'un humain, mais qui n'était pas un humain, et qui avait donc des particularités qui montraient que c'était peut-être véritablement une autopsie. Voilà, c'est tout, hein. Les conclusions étaient celles-là. Alors, tu parles d'une opération peut-être de désinformation. Alors, ça veut dire que ce film représentait peut-être une vraie autopsie, mais d'un autre cas qui Oui. n'avait rien à voir avec Roswell. Alors, pourquoi vouloir le faire coller absolument à Roswell et ne pas dire le lieu où cela aurait été tourné et sur quelle affaire ça pouvait coller? Je pense que c'était en lien avec les révélations de ce qui avait été fait par le colonel Corso. Oui. Et aussi le fait que il y avait quand même des gens qui évoquaient de plus en plus ces histoires de corps. Alors, moi, il y a une chose aussi sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est que donc, tu as participé au fameux rapport Cometa, donc rapport officiel, fait notamment par des auditeurs de l'IHEDN, l'Institut Absolument, oui. des hautes études de défense nationale, plus un certain nombre de militaires. Et dans le rapport Cometa, qui est un rapport, on va dire, franco-français, il y a quand même un chapitre sur Roswell. Oui. Alors, comment le chapitre américain sur Roswell a atterri, si je puis dire, dans ce rapport officiel français sur les ovnis? Ben, je pense que la plupart des gens qui ont été dans cette audition du Cometa ont voulu en fait voir dans quelle mesure la désinformation pouvait s'appliquer et cette affaire, pour eux, représentait vraiment le cas idéal. Parce qu'ils étaient au courant, effectivement, d'un certain nombre d'éléments du dossier et ils voulaient essayer de démontrer que derrière tout ça, il y avait une opération de camouflage, en fait, qui était effectuée par les autorités militaires américaines. C'est D'accord. c'est à partir de là. Et donc ma participation à ça a été simplement de dire moi ce que je connaissais sur l'affaire de Roswell au niveau des différents éléments qui avaient été relatés depuis des années.
en particulier sur les ballons, sur un certain nombre d'éléments que je connaissais de par mon métier aussi. Alors, dans le livre, tu parles aussi du groupe MJ12. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et alors, ce groupe a été beaucoup critiqué. On a dit que c'était un montage, que ça n'avait jamais existé. C'est quoi le MJ12? Alors MJ12, bon, c'est le sigle qui représente ce qu'on appelle le Majestic 12, c'est-à-dire un groupe de 12 scientifiques et de personnalités de très haut niveau qui, autour du président Truman, donc ont été en charge d'examiner et d'expertiser ce qui avait été récupéré à Roswell et peut-être ailleurs aussi. Donc ça, c'est donné aussi par des documents. Alors la première fois que qu'on a pris connaissance de ce fameux rapport de MJ12, c'est là où on va apparaître un certain nombre de personnes, comme par exemple William Moore. William Moore, dans un colloque du MUFON auquel j'ai assisté, euh, avait révélé qu'il avait reçu de façon anonyme une enveloppe dans laquelle on révélait qu'il y avait effectivement ce groupe Majestic 12 qui avait été constitué. Et donc, ça a été dans les couloirs, tout le monde se regardait, etc. Et il y a des gens qui ont cherché à savoir si effectivement ces documents étaient authentiques, et ce qui est tout à fait normal. Et là, il semblerait que, donc à cette époque, il y a un certain nombre de documents qui avaient été introduits, mais qui avaient été introduits avec des signatures fausses de Truman, et qui ont fait que, à partir du moment où on a trouvé une signature qui n'était pas qui n'était pas la bonne, eh ben on a considéré que effectivement l'ensemble des documents étaient faux. D'autant plus qu'ils étaient arrivés par la bande, si je veux m'exprimer ainsi, et que on a appris quelques années plus tard que William Moore lui-même a admis il faisait partie des services de renseignement de l'US Air Force, de la FOSI, et que par conséquent sa crédibilité en tant qu'enquêteur était à ce moment-là mise à mal. Mais Ah, il y a autre chose, c'est que les documents en question, ils ont eu il y a une deuxième date, c'est celle de 1998, où un autre lot a été entre les mains, a été de la même façon d'ailleurs produit par quelqu'un qui les a confiés à un certain Robert Wood, que je connais, et qui lui a examiné tous les documents de la deuxième partie. Alors il y a 1200 des documents, c'est pas, et parmi ces 1200 documents, je dois dire que j'ai été très surpris parce que j'ai trouvé dans ces documents le fameux ordre qu'avaient signé Truman et Eisenhower pour le général Twining, et aussi un document qui demandait au général Twining de préparer un rapport dès le 10 juillet, pour le 18 juillet, de manière à le présenter au président Truman, et ce qui est sans doute les prémices de la constitution de ce que sera le futur MJ12. alors, comment est-ce qu'on explique que dans toutes ces affaires d'OVNI et de crash ou de rencontres rapprochées, il y a toujours des histoires de services secrets, de services de renseignement? Est-ce à dire donc que là, on touche quelque chose de très sensible et que de toute façon, les autorités ont un peu la volonté de dissimuler des choses? Alors, je dois dire que effectivement, ça touche au domaine de la sécurité nationale aux États-Unis, hein. Il est clair qu'à ce niveau-là, on s'aperçoit que toute l'histoire des ovnis le montre en évidence, surtout quand on a des cas qui sont extrêmement sensibles, comme par exemple les cas d'ovnis, et je précise bien d'ovnis et pas du UAP. Qui se situent au-dessus des silos nucléaires, comme par exemple le cas de Minot ou celui de Mastrom. Donc, dans ces conditions-là, on a effectivement une question de sécurité nationale qui est à mettre en avant. Mais au-delà de ça, euh, l'actualité nous montre aussi que les secrets sont toujours protégés. Je vais parler par exemple des auditions qui ont eu lieu depuis quelque temps au sein du Congrès américain, la présidente d'un groupe chargé par le président américain de faire toute la lumière sur la question des ovnis, depuis quelques années auditionné des gens elle s'appelle Anna Paulina Luna, tout à fait. Je vois également ce qui apparaît sur le truc. Donc, Madame Paulina, en fait, a auditionné des gens comme par exemple David Grush, qui est donc ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte,
Et puis, donc, Monsieur Elizondo aussi, lui, appartenait à l'Aro. Et donc, ces gens-là ont déclaré, et notamment aussi Paul Davis, qui est un scientifique, ont déclaré que dans leurs investigations, dans leurs enquêtes, ils avaient été informés qu'il y avait des débris qui avaient été récupérés donc à Roswell en particulier, et que des expertises avaient été faites dessus. Et ces gens-là, donc, ils ont parlé. Ils ont dit, mais moi, monsieur, je m'appelle Paul Grouch, et je peux vous dire qu'il y a trois présidents américains qui ont participé donc à ces opérations, qui étaient parfaitement au courant des choses, mais je ne peux pas le dire. Attendez, euh, la moindre des choses quand on va devant une commission américaine, c'est regarder la date à laquelle les présidents américains étaient en place. Bon, bah, c'est pas difficile de dire que Truman a été dans le coup, que Eisenhower, qui est devenu président des États-Unis après Truman, a été également dans le coup, et Richard Nixon, qui était vice-président donc les trois présidents, on les a. Et quand on voit le rôle qu'a joué à la fois Eisenhower et Truman, on peut se dire que là, effectivement, il y a quelque part quelque chose que je comprends pas. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces gens-là, ainsi que Madame Paulina Luna, ils ont été tout de suite remis à leur place, puisque Monsieur Kirkpatrick, qui faisait partie de la Haro, a dit que ces gens-là étaient des complotistes. Alors, si à partir de ce moment-là, ces gens-là qui ont fait quand même un effort pour essayer de comprendre ce à quoi ils étaient confrontés sont traités de complotistes, bon, bah, moi, je sais pas quoi en dire, hein. Alors, dans ton enquête sur Roswell, est-ce que tu as pu identifier d'autres cas de crash? Parce que dans la littérature ufologique, on parle du cas de Trinity, on parle du cas de Aztec. Alors, tout ça, ce sont des villes qui sont pas très loin de Roswell. Alors, qu'en est-il de ces autres cas de crash aux États-Unis? Bon, alors tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que je n'ai pas les informations. Autant le cas de Roswell est très riche du point de vue des données, même s'il y a une partie des données qui sont confisquées, entre guillemets, par l'armée américaine. Bon, sur les autres cas, je crois qu'il a pu y avoir des confusions entre ces différentes affaires. D'accord, Ils ont existé ou pas, je n'en sais rien. Je sais que Jacques Vallée a présenté récemment des éléments sur le cas Trinity Site. Moi, personnellement, je suis quand même curieux par rapport à ces cas-là. Pourquoi? Bah, Trinity Site, c'est l'endroit où il y avait la bombe atomique, où elle a été lancée. Donc, si je veux dire que à ce niveau-là, il s'était produit quelque chose, il n'y avait pas grand monde pour pouvoir le constater, parce que la zone était encore, à mon avis, radioactive. En plus, c'est les populations indiennes auxquelles s'adresse Jacques Vallée. Moi, j'aime bien, en général, quand je fais une enquête, connaître les témoins, leurs noms, etc., etc. Et donc, ce qui veut dire que je mets en doute la crédibilité de ce cas-là. d'accord, Bon, je mets en doute, mais quand je vois les documents du MJ12, dans lesquels on évoque, notamment par l'intermédiaire du général Twining, euh, qu'ils ont récupéré un objet peut-être dans lequel ils ont vu comment était le système de fonctionnement de l'objet, je me dis qu'il y a sans doute eu des cas, mais ils ne citent pas le nom, hein. Donc il y a peut-être eu des cas dans lesquels il y a eu quelque chose à cet égard. alors, est-ce qu'il y a dans d'autres pays du monde des dossiers qui parlent de crash d'OVNI? Parce que là, finalement, on reste très américain sur ces histoires de crash, Roswell étant la figure de proue. Est-ce que toi, dans tes recherches, tu as pu identifier d'autres cas de crash ailleurs? Non, je n'en sais rien. Parce que, en fait, Euh, j'ai pour principe, en général, j'examine un cas, une enquête, c'est de pouvoir accéder à toutes les données et de pouvoir être sûr de la fiabilité des informations. Et par conséquent, je ne me suis pas dispersé à faire autre chose que m'occuper de l'affaire de Roswell. J'ai entendu parler, effectivement, notamment mon ami Roberto Pinotti, qui parlait d'un cas en Italie, mais moi, je n'ai jamais eu de cas autrement plus documenté que celui de Roswell. Donc, je ne sais pas. Alors, Roswell, si on devait faire une bibliothèque avec des mètres linéaires, les documents que tu as consultés, ça représente combien de mètres linéaires? Parce que j'imagine que pour sortir ton livre qui fait près de 500 pages, c'est une masse colossale de documents. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça peut représenter? Parce qu'on ne se rend pas bien compte comme ça. Ah ben, j'ai commencé à collecter les informations donc dans les années 80.
j'ai vraiment commencé à travailler sur le livre, sur l'enquête, il y a 10 ans. Et j'ai été très bien aidé par quelqu'un qui m'a apporté son soutien. C'est donc Jack Zamo, Zamo, oui, il est mentionné, oui, sur la couverture. a pris les documents, les a décortiqués, les a traduits, etc. Parce que je ne parle pas très bien anglais, donc par conséquent pour moi c'est pas très simple non plus. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que c'est pas aussi énorme que ça parce que je gardais l'essentiel. En fait, je faisais des fichiers PDF, j'avais et donc j'ai une documentation qui est à la fois sur l'informatique et en même temps papier que j'ai pu utiliser. Voilà, mais c'est pas, ça représente pas des mètres. En Ça tout pré- cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, en lisant ton livre, j'ai l'impression que finalement, ça peut éviter de lire peut-être une dizaine d'autres bouquins qui ont pu être publiés en France. Non pas qu'ils n'étaient pas intéressants, mais ton livre synthétise vraiment l'ensemble des informations. Et je dois d'ailleurs préciser qu'il y a donc une préface de Charles-Maxence Laillé qu'on connaît bien ici à Vertical Project, qui est un journaliste, et une postface, et ça c'est intéressant, de Alain Juillet, qu'on connaît aussi. Alain Juillet qui a eu quelques responsabilités au sein de la DGSE, qui a été chargé auprès du gouvernement de mettre en place l'intelligence économique, le renseignement. Et Alain Juillet, d'ailleurs, bon, si je puis dire, dans sa postface, il se mouille parce que bon, il explique que les caractéristiques de vol de ces engins sont supérieures à nos propres capacités actuelles, que lui, il parle de technologies inconnues concernant les ovnis, et effectivement, il précise qu'il y aurait donc un intérêt majeur à récupérer des morceaux. Alors, comment tu as rencontré Alain Juillet et comment est venu le fait de lui demander une postface? Parce que c'est important comme personnage, Alain Juillet. Ben, j'ai rencontré Alain Juillet il y a très peu de temps, en fait. Il y a environ oui, exactement un an, lorsque je suis rendu à Troyes, où j'avais été invité par Monsieur Plumat, je crois, qui tient Oui. effectivement un site. Et donc, j'ai rencontré Alain Juillet. Je savais qu'il avait pris position sur la question des ovnis, et ça me démangeait de lui poser la question à quelle époque il avait pris connaissance de ces questions, sachant qu'il avait été quand même quelqu'un de très lié au service de renseignement intérieur français, je crois. Tout à fait. Par conséquent, donc, de ma part, c'était intéressant de rencontrer quelqu'un qui avait pu voir cette question d'une toute autre façon que beaucoup de personnes qui auraient pris position. Donc, par conséquent, je le rencontre et je lui pose la question, comment vous êtes-vous intéressé à cette question? Et je lui dis, est-ce que c'est le rapport Cometa qui vous a indiqué que ce sujet était important et qu'il était traité en France depuis maintenant presque une cinquantaine d'années? Ah, il m'a dit oui, tout à fait, c'est le Cometa. Et donc à partir de ce moment-là, je lui ai dit, bon, bah, écoutez, je suis très heureux de savoir que le message était passé au niveau des autorités publiques par votre intermédiaire, enfin par l'intermédiaire des gens comme vous qui suivaient le dossier. Voilà. Et puis ensuite, j'ai été très content de savoir qu'il avait pris position, parce que c'est pas simple pour quelqu'un comme lui de prendre position. Je comprends. Exactement, il a pris position dans un certain nombre d'émissions. Et lui, bon, il dit qu'effectivement, le phénomène peut constituer une menace véritable pour la défense et que les autorités ont tout intérêt à s'occuper de ce sujet. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Tu as travaillé presque 30 ans, on va dire, au sein du CNES sur les ovnis. Ton hypothèse sur les ovnis aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire? Les ovnis, c'est quoi et ils viennent d'où? Ils viennent d'où, ça je ne saurais le dire. Mais par contre, je pense qu'on peut raisonnablement se positionner de la façon suivante. On peut dire qu'on a affaire à des objets artificiels, contrôlés, dont l'origine et la nature nous est encore inconnue. On a probablement réussi à comprendre peut-être certains éléments concernant notamment les matériaux qu'il compose. Je pense notamment au nitinol, hein, ces matériaux tout à fait étonnants, dont d'ailleurs je voudrais dire au passage qu'ils sont aujourd'hui utilisés couramment, par exemple dans l'aéronautique en ce qui concerne le titane, mais aussi dans la médecine, concernant notamment les implants, enfin les prothèses, les implants. Et je dois dire que
quand j'ai posé la question à mon chirurgien, parce que je le dis, c'est un peu anecdotique, mais c'est amusant, je lui demande en quoi était fait le stent qu'il venait de me poser. Il me répond que c'est fait en nitinol. Et quand, et quand je regarde effectivement quelle est l'origine du nitinol, ben, je m'aperçois qu'effectivement, le nitinol est probablement issu de ce qui a été récupéré à Roswell. Parce Donc que ça, le nitinol, c'est intéressant, oui. L'anecdote est intéressante. Alors, aujourd'hui, bon, en France, on continue à avoir le GEPAN qui fait toujours référence dans le monde entier, mais on a l'impression que les cas étudiés par le GEPAN, bon, ne présentent pas ce caractère aussi fantastique que les cas américains. Alors, ça vient de quoi? Les sources sont pas les mêmes, les informations sont bloquées à un autre niveau. Est-ce que tu as une idée là-dessus ou un point de vue? oui, alors je pense que le GEPAN, il y a eu plusieurs époques, il y a eu plusieurs phases. La première phase, c'est celle, disons, de la création du GEPAN jusqu'en 1986. Là où le GEPAN avait à sa tête un comité, non pas de pilotage, mais un conseil scientifique qui a été très actif, qui a engagé des actions de recherche, d'où des actions de recherche sur par exemple sur la MHD, des actions de recherche sur l'analyse des témoignages. Enfin bref, on peut voir tout un ensemble de choses et qui avait apporté un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants. Et puis ensuite, le CNES s'est désintéressé, ainsi que les membres du conseil scientifique, et les moyens ont été assez réduits pendant un certain nombre d'années. Et je me suis trouvé confronté à la solution suivante. Il fallait réduire la voilure, mais moi je ne voulais pas réduire en fait l'activité du GEPAN parce que ce qui fait la spécificité du GEPAN, c'est qu'en fait il va collecter ces informations par des protocoles qui ont été passés avec l'aviation civile, l'aviation militaire, la gendarmerie, c'est-à-dire une source de données qui est tout à fait importante et primordiale. Parce que les sources de données, c'est pas la presse, c'est pas les clubs ufologiques, même s'il y en a qui font du bon boulot. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la protection des données et des témoins au travers de cette collecte de données. Alors ensuite, ils ont continué à arriver les témoignages. Les cas étaient plus rares. C'est vrai, les cas les plus extraordinaires étaient plus rares. Et je pense notamment à tous les cas de rencontres rapprochées. C'est vrai que dans la deuxième partie pratiquement jusqu'à la fin de mon activité, je n'ai pas eu de cas de rencontre rapprochée en tant que tel. En revanche, il m'a fallu 20 ans pour avoir un cas d'OVNI. Parce que le cas de la F-35-32, le cas de l'avion civil qui était là, on avait toutes les conditions qui étaient remplies, à savoir un équipage d'avion, des données radars qui étaient fournies par les radars militaires, et en couplant les deux, on avait donc un cas d'OVNI. Là, je précise que c'était vraiment un cas d'OVNI. Et puis ensuite, le problème qui s'est trouvé, c'est que il y a eu le rapport Cometa qui a servi donc aussi de base pour permettre au GEPAN de rebondir, parce que je dis les choses aujourd'hui telles que je les ai vécues, c'est que la direction du CNES voulait supprimer le GEPAN, et que s'il n'y avait pas eu le Cometa, je pense que nous n'aurions plus aujourd'hui le GEPAN. D'accord. Ensuite, Donc on est passé, oui, la source aurait pu se tarir définitivement. comment? Merci d'avoir collaboré au Cometa pour pouvoir relancer faire que le GEPAN continue sa course en fait. Bien sûr, bien sûr. Et alors ensuite, on m'a demandé de reconstituer donc un nouveau, parce il y a quand même eu aussi par Monsieur Louange une expertise qui a été faite sur les travaux et les activités du GEPAN. Et cette expertise en a conclu qu'il fallait continuer et qu'il fallait mettre en place qu'il fallait mettre en place une structure qui effectivement n'aurait plus un conseil scientifique, mais qui aurait un comité de pilotage. Et on m'a demandé donc de préparer le nouveau GEPAN. Donc le nouveau GEPAN a été créé et après bon ben j'ai laissé la partie se dérouler et donc j'ai pu continuer mes activités d'ingénieur au CNES, d'ailleurs dans un domaine où je me suis épanoui jusqu'à la fin de ma retraite. Euh, donc dans le service éducation jeunesse où j'ai pu travailler sur les ballons météorologiques et sur les fusées des jeunes. Vous voyez où je veux en venir? Bon, effectivement, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un lien entre, puisque bon, tu as été un observateur précieux et attentif au sein du GEPAN, est-ce qu'il y a un lien entre le GEPAN et la fameuse commission Sigma, Sigma 2 aujourd'hui, qui est une commission privée constituée au sein d'une société savante avec uniquement des scientifiques, mais on constate que certains membres de la commission Sigma 2 sont aussi membres du comité de pilotage du GEPAN. Alors, est-ce qu'il y a un lien
réel ou pas entre les deux? Est-ce que l'un est une vitrine de l'autre? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux un peu nous... Je ne sais pas non plus parce que, en fait, depuis que j'ai quitté mes activités au GEPAN, je n'ai plus eu de contact ni avec le GEPAN ni avec personne, hein. D'accord. Donc, tu n'as pas pu... Non, non, pas plus. Mais je pense qu'il doit y avoir une bonne coopération parce que Luc Dini, qui est à la tête de la commission Sigma, donc on a parlé dans son bouquin et puis en plus, je pense il suit les activités du GEPAN. Bon, il n'y a pas de problème. Non, mais moi, ce que je regrette, c'est que il n'y ait plus d'activité de recherche liée à cette activité du GEPAN et aux données, parce que de toute façon, quels que soient les cas qui ont été traités dans le passé au niveau du GEPAN, ça reste un formidable domaine d'investigation scientifique. Et je pense que on a tort de laisser uniquement dans des laboratoires secrets aux États-Unis travailler sur l'énergie, travailler sur des tas de choses. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que mon prédécesseur, Claude Poher, que j'ai eu encore aujourd'hui par mail, qui a d'ailleurs a travaillé, quand il a reçu le livre et qu'il l'a examiné, il a travaillé justement sur les éléments concernant les matériaux, et il m'a dit qu'il venait à peu près aux mêmes conclusions que moi sur la dimension et la masse de l'objet que j'avais rapporté. Donc ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont toujours en activité. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que lui, il continue à travailler sur les problèmes d'énergie. Bon, il a émis une théorie qui est celle des universons. Bon, mais moi, je crois que ce serait intéressant qu'il puisse exposer ses travaux dans le cadre d'instituts de recherche en France, plutôt que de faire des brevets et puis de travailler tout seul dans son coin. Effectivement. Bon, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, je tiens à représenter le livre Roswell, l'enquête qui change tout, donc sous ta signature, Jean-Jacques, avec la collaboration de Jacques Zameau, préface de Charles-Maxence Laillé, postface de Alain Juillet. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Donc, je vous le recommande, 500 pages. Et vraiment, quand vous aurez lu ce livre, eh bien, chacun peut se faire une opinion en toute connaissance de cause. Alors, avant de rendre l'antenne, si je puis dire, je vais refaire une petite annonce et puis Je me permets, oui, oui, effectivement, Najib, Jean-Pierre, merci beaucoup pour cette interview. Je n'avais pas prévu d'intervenir, effectivement, mais je suis toujours passionné par Jean-Jacques Velasco depuis des années, euh, puisque je le suis notamment par rapport à ses travaux sur le nucléaire, qui m'a beaucoup inspiré. Euh, C'était Trouble dans le ciel, un livre que tu avais coécrit avec Nicolas Montigiani de mémoire. Et tes interventions m'avaient beaucoup marqué à l'époque et qui m'avaient poussé justement à aller chercher, à aller trifouiller un peu dans dans tous ces archives relatifs aux ovnis et au nucléaire. Donc je veux vraiment préciser, donc je te remercie déjà Jean-Jacques, merci Jean-Pierre aussi pour cette interview. Et je tiens à préciser qu'à Toulouse, on va beaucoup parler ensemble, puisque j'aurai la chance de t'interviewer, de ton rôle au sein d'enquêteur, au sein du GEPAN, les cas français, peut-être parler de certains cas français qu'on évoque très rarement, du lien entre les ovnis et le nucléaire. Donc on va vraiment être branché ufologie française. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, on ne refera pas toute l'interview sur Roswell. Évidemment, on parlera très, très rapidement de Roswell, mais on va vraiment se focaliser sur voilà, des cas français qui impliquent des témoins à un haut niveau de crédibilité également. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. donc c'est Et le donc c'est 14 mars au 14 Centre des mars au Congrès Centre de des Congrès de Toulouse. Toulouse. Voilà, on vient chez Jean-Jacques pour... Ah, voilà. c'est très gentil. Peut-être que Toulouse, c'est la capitale des ovnis aussi. Bah, c'est devenu la Ouais. capitale des ovnis. En tout cas, Jean-Jacques, merci d'avoir participé à l'émission et merci pour tout le travail que tu as fourni au sein du GEPAN et du CNES. Oui, ce que je voudrais dire en dernier mot, c'est que ce travail, il est le fruit de tas de gens qui ont passé des années à collecter des informations et que ce travail, je le dédie à tous ces gens-là, mais je voudrais aussi que ce travail soit repris et qui permette des avancées sur le dossier OVNI. C'est tout simplement ce que je veux faire. Et si je peux me permettre, Jean-Jacques, d'ajouter une chose, en tout cas, de mon point de vue, tu fais partie des seules euh, personnes qui a eu vraiment un poste important dans ce domaine et qui est libre. Voilà. C'est important de le dire. Absolument, tu as Hein, des raison. personnes, des fois, voilà, retraitées de telles fonctions, mais avec toujours des qui ne disent pas tout. Et je tiens, en tout cas, moi, en tout cas, de mon ressenti, voilà, je pense que tu es vraiment quelqu'un de très libre. Et merci, en tout cas. Merci. Merci à tous. À bientôt. Bonne Au revoir. soirée. Au Merci. revoir.